et ils vécurent heureux pour toujours. Les enfants dorment bien. Maintenant, parlons des choses vraiment dérangées qui sont arrivées à vos héros Disney préférés dans leurs histoires originales et après les films eux-mêmes. Quelle fin heureuse et plus célèbre que celle de Cendrillon! Voir une victime à vie de maltraitance émotionnelle et d'esclavage borderline surmonter l'influence de sa terrible famille et trouver le bonheur avec un prince est aussi doux et satisfaisant qu'une fin peut l'être. Je suppose que l'on pourrait arguer qu'elle est un peu impulsive en se mariant avec le prince qu'elle vient de rencontrer. Mais ils ont dit qu'elle a vécu heureuse pour toujours, non? Cela correspond au conte original de Cendrillon de Charles Perrault, écrit à la fin du XVIIe siècle, version sur laquelle le film Disney est basé. Cette fin est en réalité allée un pas plus loin en faisant ramper la belle famille de Cendrillon pour obtenir son pardon, passant d'une fin heureuse à carrément cathartique. Soyons heureux que la version des frères Grimm n'ait pas été adoptée. Dans cette version, au lieu d'être surnommée Cendrillon, Cinderella est surnommée Aschenputtel, ce qui signifie « imbécile de cendre ». Ces surnoms proviennent du fait qu'elle est couverte de cendres en nettoyant constamment. Mais imbécile de cendre va plus loin en suggérant non seulement la saleté, mais aussi la stupidité. C'est encore pire quand on considère que c'est comme le nom de Lord Farquaad dans Shrek, où si on le dit trop vite, on a l'impression de l'appeler par un gros mot. Je vous laisse deviner lequel. Lord Farquaad. Oh, non. En tout cas, une autre différence dans la version des frères Grimm est qu'au lieu d'une marraine, la fée, Cendrillon, c'est Cendrillon, rencontre des colombes magiques amicales du ciel. Ils sont amicaux avec les gens de bonne nature comme Cendrillon et le prince, mais pas avec les méchants. Les belles sœurs ont tenté de duper le prince en prétendant correspondre à la pantoufle de verre. Leur mère, pensant qu'elle n'aurait plus besoin de marcher une fois reine, leur a suggéré de se mutiler les pieds pour entrer dans la pantoufle. Ça correspond. Ça correspond. Mère de l'année. Les colombes magiques ont averti le prince de leur tromperie, car il ne peut pas voir le rouge. Bien qu'aucun mal n'ait été fait à autre chose qu'aux pieds des belles-sœurs, ces oiseaux ont dû prendre cette trahison très personnellement. Ils allaient ensuite picorer les yeux des belles-sœurs lors du mariage de Cendrillon. Ce serait comme si la fée marraine entrait pendant la scène finale, cassait les genoux des belles-sœurs et partait. Les mariages peuvent être peu de stressants, mais surtout si vous êtes une héroïne Disney, apparemment. Entrez Ariel. Comme dans le film, le conte original de la petite sirène suit l'héroïne éponyme dans sa quête pour devenir humaine, mais avec des motivations assez différentes. Dans le film, Ariel est simplement fascinée par la culture humaine et veut explorer la terre ferme et faire partie de ce monde. Dans cette version, elle veut simplement une âme immortelle, ce qui pour la sirène ne peut être obtenu qu'en séduisant un homme pour qu'il tombe amoureux d'elle. En plus de se faire couper la langue par la sorcière de la mer pour perdre sa voix, la petite sirène doit choisir entre épouser le prince ou mourir et devenir écume de mer. Tu m'appartiens. Le prince ayant oublié le visage de la sirène qui lui a sauvé la vie, elle semble condamnée à un triste sort. Ses sœurs ont donné leurs cheveux à la sorcière de la mer pour lui offrir une ultime chance de survie. Si Ariel tue le prince, elle aura la vie sauve. Mais Ariel est incapable de se résoudre à faire cela. Donc bien qu'elle ne soit pas transformée en écume de mer, son refus de commettre un meurtre la transforme en fille de l'héritier. Un esprit qui peut gagner une âme en faisant de bonnes actions pendant 300 ans. C'est vraiment méchant. Franchement, elle a juste refusé de tuer un gars, en sachant très bien qu'elle mourrait à cause de cela. Cela ne devrait-il pas suffire pour une fin heureuse? En réalité, même la fin du film original n'est pas si joyeuse à bien y réfléchir. Le conte de fées original est souvent vu comme une mise en garde pour les petites filles de ne pas sacrifier leur vie pour un homme qui pourrait ne pas les aimer en retour. Les enfants doivent être libres de mener leur propre vie. Mais le film Disney, sans manquer de respect, semble plutôt dire d'oublier tout ça. Triton était un peu bête, mais Ariel n'a que 16 ans, non? Elle abandonne son royaume, sa famille et la plupart de ses amis pour un homme qu'elle vient à peine de rencontrer. Le conte de Blanche-Neige n'a pas toujours été une histoire mignonne sur une enfant chantant avec les animaux. Le miroir magique semble avoir des penchants inquiétants pour la jeunesse. L'intrigue du film a débuté parce que le miroir magique considérait une adolescente de 14 ans comme la plus belle du pays. Dans l'original, c'est pire. Le miroir magique a commencé à dire à Blanche-Neige qu'elle était la plus belle dès ses 7 ans. On pourrait soutenir que son jugement était basé sur l'apparence et le caractère. Mais si c'était le cas, il n'aurait jamais dit que la reine était la plus belle. Le miroir magique est sous enquête fédérale et la méchante reine est déjà condamnée, emprisonnée pour sa tentative de meurtre sur Blanche-Neige. Rapporte son cœur dans ceci. Le prince force la méchante reine à danser dans des chaussures en fer rougeoyant jusqu'à ce qu'elle meure, ce qui est à la fois cruel, bien que mérité, et étrangement spécifique.
Vous pourriez penser que nous allons saisir cette occasion pour nous moquer du prince, mais il pourrait en réalité être un peu moins étrange que vous ne le pensez. Oui, c'est définitivement étrange, mais ce prince a commencé à embrasser le cadavre d'une adolescente morte dans les bois, et nous ne pouvons pas trop défendre cela. Mais à l'époque où se déroule Snow White, cela aurait été une pratique relativement normale pour montrer de la compassion et de l'honneur à l'âme disparue. Cela aide aussi que le prince connaissait au moins Blanche-Neige auparavant. Peu importe comment on l'analyse, c'est bien moins troublant ici que dans la version des frères Grimm. Ou n'importe lequel des autres films, puisque celui de Disney est le seul où les nains connaissaient ce Blanche-Neige avant sa mort. Dans le conte des frères Grimm, le personnage pousse l'horreur plus loin en transportant le corps sans vie de Blanche-Neige, tel un macabre oreiller. Cela a tellement agacé l'un de ses serviteurs qu'il a commencé à la frapper dans le dos, ce qui a involontairement délogé la pomme de sa gorge, et Blanche-Neige dit simplement « Ouais, tant pis, pourquoi pas, je vais t'épouser ». Il est compréhensible qu'elle ne remette pas tout en question après avoir passé son adolescence avec 7 nains excentriques et avoir été assassinée par sa belle-mère. Maintenant, parlons d'un conte que certains diraient aussi vieux que le temps. La Belle et la Bête. Maintenant, en toute honnêteté, je ne pense vraiment pas que j'ai besoin d'expliquer pourquoi nous incluons celui-ci. Il a souvent été suggéré que La Belle et la Bête représentent le syndrome de Stockholm. Cependant, nous ne sommes pas d'accord avec cette interprétation. Belle s'est volontairement fait capturer pour sauver son père. Le syndrome de Stockholm n'est pas en cause ici. Ce qui est en jeu, cependant, c'est le fait que ces deux-là ont définitivement besoin d'une thérapie de couple. Ce serait une chose si c'était comme Shrek, où la bête en question était juste un gars cool qui était mal compris, mais franchement, la bête était plutôt un imbécile. La bête a des problèmes d'insécurité et pense ne pas pouvoir trouver l'amour. Bien qu'il ait essayé de s'améliorer à la fin du film, il est peu probable qu'il passe d'un maniaque frappant les murs à un gentleman parfait sans risque de rechute, étant donné qu'il a été maudit à l'origine pour son égoïsme. Mais au moins, lui et Belle ont pour l'instant une fin heureuse. Cependant, je me demande ce qui arrivera s'ils ont des enfants. Belle, si tu veux épouser un homme ressemblant à un énorme minotaure, vas-y. Mais cela me fait penser à cette scène avec Hermie Junior dans Family Guy. Tuez-moi! Je souffre constamment. Pensée et prière pour ce couple. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'origine du nom étrange de Réponse ? Le conte de fées de Réponse est séduisant car, malgré sa fin heureuse, le reste de l'histoire était un désastre total. Dans Réponse, Mère Gothel l'a kidnappée pour ses pouvoirs de guérison magique, c'est assez perturbant. Au moins, elle a été kidnappée dans cette histoire, même si ça ne sonne pas très bien dit comme ça. Regardez, ce que je veux dire, c'est qu'au moins ses parents ne se sont pas simplement laissés faire. Dans le conte original, la mère de Réponse toxicomane ne mangeait que les plantes cultivées par sa voisine sorcière. Regardez toute cette belle laitue qui n'attend que d'être cueillie. Plutôt que de cultiver cette plante lui-même, ou peut-être simplement de demander un peu, le père a décidé de voler la sorcière. Quand elle l'a attrapée, elle a menacé sa vie, le poussant à expliquer l'état de sa femme. Ils ont conclu un accord, il pouvait prendre les plantes nécessaires en échange de sa future fille. Bonne affaire. Le Sourceverse suggère une chose terrible, enfermer Réponse dans une tour à l'âge de 12 ans. Cependant, les parents sont peut-être pires pour avoir permis que cela se produise. Es-tu stupide ? Ces deux-là étaient prêts à abandonner leur fille, l'un pour se sauver et l'autre pour continuer à manger la même plante tout le temps. Et au moment où ils ont eu leur 3e enfant, le premier bébé a été oublié. Nous n'avons même pas parlé du fait que l'intérêt amoureux original a eu les yeux crevés par des épines. Pourquoi ces histoires mentionnent-elles toujours les yeux ? Aujourd'hui, nous découvrirons que certains auteurs de contes de fées d'antan étaient à des menaces, tout comme le Pinocchio original. Vous connaissez Jiminy Cricket, n'est-ce pas, Satan ? Le criquet parlant, conscience emblématique et acolyte de Pinocchio, n'a pas d'exposition musicale dans l'histoire originale. Pinocchio le tue littéralement avec un marteau lors de leur première rencontre. Rien ne peut m'arrêter maintenant. Il est dit qu'il ne voulait pas le tuer, mais était-ce vraiment le cas ? Comme si tu lançais du fromage empoisonné à un rat et que tu disais « Hé, allez, je ne voulais pas le tuer !» C'est sûr. Il se rachète à la fin, mais cela reste accompagné du souvenir sous-jacent de Pinocchio ayant assassiné un grillon s'en tient sans raison valable. Ouais, c'est amusant d'être mauvais, on est ça. Sans rédemption, au moins il a eu une meilleure fin que les enfants sur l'île des plaisirs. L'île des plaisirs dans les films Disney est sans conteste l'une des scènes les plus troublantes. Le cocher attire les petits garçons dans un endroit où ils peuvent mener des vies d'hédonisme impulsif, puis, quand ils s'y attendent le moins, il les transforme en ânes et les vend comme esclaves. À quoi pense-t-il que je ressemble? Un âne? C'est assez dépravé pour une simple scène isolée. Mais alors que Pinocchio et quelques autres sont épargnés par ce terrible sort, il est sous-entendu que le cocher a fait cela de nombreuses anciennes fois auparavant et a expédié de nombreux ânes sans aucune indication que cette malédiction a été levée.
Même si la malédiction devait être totalement levée de tous les enfants, ce que nous espérons, cela a des implications effrayantes. Imaginez être une personne innocente qui a acheté un âne pour l'aider dans sa ferme ou quelque chose du genre, seulement pour que cet âne se transforme soudainement en un garçon humain terrifié. Non seulement cela serait traumatisant des deux côtés, mais la personne qui a acheté l'âne ne verrait probablement pas l'extérieur d'une cellule de prison pendant longtemps. Dans un cas classique d'auteurs détestant leur propre protagoniste, parlons des contes originaux de Mulan. La légende originale de Hua Mulan avait une fin heureuse, tout comme le film. Mulan évite à son père d'aller à la guerre, apporte de l'honneur à elle-même et son pays, et est reconnue par les troupes avec qui elle a servi. D'autres versions de l'histoire ont pris un tournant beaucoup plus sombre. En 1675, Chu Renwo a écrit Romance de Sui et Tang, qui a donné au monde de Mulan une légende plus cruelle que franchement personne n'a demandé. Je ne sais pas ce que ce gars avait contre Mulan, mais il devait vraiment la détester. Contrairement aux fins honorables de l'ancienne légende et du film, dans la romance Sui Tang, Mulan rentre chez elle après avoir échappé à l'exécution et découvre que son père est mort, sa mère remariée, et qu'elle est convoquée pour devenir concubine. Face à un sort déshonorant et cruel, Mulan a choisi le suicide, transformant une histoire inspirante sur une fille, surmontant les obstacles par amour pour son père en une pure tragédie. Cependant, si une ou deux choses s'étaient déroulées différemment dans le film original, cela aurait aussi fini en tragédie. Disons par exemple que Mulan n'avait pas sauvé la vie de Li Sheng plus tôt dans le film. Cette bonne action a empêché Li Sheng d'exécuter la personne découverte, si vous vous en souvenez bien. Si Mulan n'avait pas sauvé sa vie, il n'aurait aucune dette de mort à lui rembourser, donc il n'est pas déraisonnable de croire qu'il l'exécuterait, ou du moins la remettrait aux autorités. Quoi qu'il en soit, Disney ne nous aurait sûrement pas offert cette fin heureuse. Pocahontas est l'une des nombreuses histoires édulcorées par Disney, car l'original est beaucoup moins romantique. La véritable Pocahontas a eu une vie assez difficile, avec des expériences aussi aventureuses que d'être prise en otage dans une guerre entre les colonisateurs et sa propre tribu, mariée à 17 ans à un homme d'une dizaine d'années de plus qu'elle. Ouais, pas grand-chose en termes d'animaux de fauconnerie et de balades en rivière excitantes ici, mais même si vous ignorez tout ça, voici le vrai coup de pied. 21 ans, je me suis égaré. Dans le monde réel, cela signifie que son fils serait sans mère à un âge très tendre. Mais dans le monde de Disney, cela signifie toujours qu'elle n'aurait que 2-3 ans tout au plus de son heureuse fin. Vous vous souvenez peut-être d'Hercule et Mégara pour leur histoire d'amour emblématique chez Disney, mais ne vous méprenez pas. Le mythe grec original est bien plus tordu que ne le laisse supposer le film. Dans le film, Héra est la mère d'Hercule. Alors êtes-vous prêt à entendre ce qu'elle lui fait dans le film? Vous voyez Alba. Quoi? Non, c'est dégoûtant. Elle fait en réalité quelque chose de pire. Vous voyez, dans la mythologie grecque originale, Zeus il était franchement nul, honnêtement. Il trompait constamment Héra, sa femme la plus en vue, du moins, laissait l'enfant s'amuser un peu. Cela a poussé Héra à maudire ses enfants illégitimes avec toutes sortes d'afflictions. À une occasion, elle a décidé de frapper Hercule d'un accès de folie qui l'a amené à assassiner Mégara et leurs propres enfants. Imaginez-vous vous réveiller après une sieste pour découvrir que vous avez le sang de toute votre famille sur les mains. C'est comme définir un sort pire que la mort. En parlant de mort, évoquons Hadès. Bien que Mégara ait eu une fin heureuse dans le film, son âme étant liée à Hadès, on peut s'interroger sur ce qui arriverait si ce dernier parvenait à s'échapper du fleuve Styx. Je veux dire, il est au moins encore capable de parler pendant qu'il est là-bas. Qui sait s'il serait capable de conclure une sorte d'accord et d'obtenir sa revanche. Le méchant de Tarzan a eu un destin beaucoup moins ambigu que beaucoup de méchants de Disney. Mais qu'en est-il de l'homme lui-même ? Dans le film, les choses se sont très bien terminées pour Tarzan. Les choses auraient pu être pires si, avec son esprit de gorille, il avait vu Jane comme une menace, mais heureusement, tout s'est bien terminé. Contrairement à la version cinématographique, le livre original Tarzan des singes prend une direction beaucoup moins adaptée aux enfants. Tout d'abord car Shaq va un pas plus loin que simplement ne pas aimer Tarzan. Il essaie carrément de le tuer, forçant Tarzan à faire un non-toi et à prendre la vie du chef de la tribu. Pour aggraver les choses, il ajoute des personnes à son décompte de meurtre lorsque l'une d'elles tue Kala. Ainsi, les deux parents adoptifs de Tarzan sont brutalement tués, l'un d'eux par Tarzan lui-même. Ça ne peut pas être pire, n'est-ce pas? De plus, dans le livre original, Tarzan ne finit même pas avec Jane. Elle se fiance finalement avec le cousin de Tarzan qui a hérité à son insu de l'héritage destiné à Tarzan. Malgré la possibilité d'être au moins célibataire et riche, il a renoncé à tout cela pour le bonheur de Jane. Comment va Jane? Elle a une suite dédiée à son mariage avec Tarzan, donc je suppose que ça se passe bien pour elle. C'était très gentil, Tarzan. Le seul problème est juste le minuscule détail, presque pas même digne de mention, que tout le monde qu'elle et son père âgé ont jamais connu les croit perdus en mer et probablement morts. Parlons maintenant de Milo et Kida d'Atlantis, l'Empire perdu.
Un film génial et sous-estimé, à voir absolument si ce n'est pas déjà fait. Bien que Milo et Kida se marient et vivent de nombreuses aventures ensemble, cela ne change pas le fait que tous, sauf les quelques personnes avec qui Milo a travaillé pour découvrir l'Atlantide, le croyaient perdu en mer et présumé mort. Malgré cela, tout le monde a eu une fin heureuse, sauf pour le seul gars qui ne le méritait pas, donc tout va bien, non? Ouais, jusqu'à ce que vous réalisiez que 8500 ans et survivra à Milo de centaines, voire de milliers d'années. Heureusement pour toujours semble avoir bien plus d'avertissements que prévu, pour être honnête. Mais si cela vous réconforte, sachez qu'Audrey a réadopté le chat de Milo dans la scène finale, et je trouve cela très doux. Dans le prochain, je parlerai de Planète au trésor, un film Disney sous-estimé, et du destin de Jim Hawkins et John Silver après le film. Selon un jeu vidéo sorti après le film, Jim se débrouille bien. 5 ans après les événements du film, il est diplômé de l'Académie navale et commande un patrouiller impérial. Il reste la question de John Silver. Malgré sa relation avec Jim qui l'a rendu meilleur dans la suite annulée, Jim devait diriger un réseau de contrebande, aidant les héros à vaincre le méchant pour voler un navire qu'il avait acquis. De plus, dans le jeu précédent, il était sous-entendu qu'il s'était complètement réformé avec le temps, rendant sa rédemption plus authentique en prenant quelques années. Ses destins ne semblent pas si mauvais finalement. J'espère que certaines entrées seront moins brutales à l'avenir. Testons cette théorie avec Winnie l'ourson. Winnie l'ourson est aimé de tous, surtout de Christopher Robin. Mais que deviendra la forêt des rêves bleus quand Christopher Robin partira étudier à l'université? Dans le film en prise de vue réelle Christopher Robin, nous voyons Christopher et son vieux nounours idiot se retrouver après des années sans s'être vus. Winnie. Christopher Robin. Winnie était indulgent, content de revoir Christopher Robin après tant d'années, mais il est clair que Christopher est maintenant dans une phase de vie plus occupée et adulte. Mais il se fait tard et je suis très occupé. Désolé, je suis sous pression et je n'ai pas le temps de t'aider. Oui, est content, sûr. Il sera probablement heureux quel que soit son destin. Le gars veut juste manger du miel et se détendre avec ses copains animaux. Mais c'est triste de savoir que éventuellement Christopher Robin arrêtera complètement de passer par les St. Wood et le pauvre Pooh et la bande ne comprendront pas vraiment pourquoi. Je ne crois pas que le concept de mortalité existe vraiment dans les St. Wood, et s'il existe, nous, en tant que société, devons protéger l'émerveillement enfantin de Pooh de cette réalité à tout prix. Maintenant pour l'inévitable, parlons de Wish pendant une minute. Asha a eu une fin heureuse, sans ambiguïté. Il n'y a pas de place pour interpréter un destin sombre qui lui arriverait plus tard dans la vie. Ce qui est sombre cependant, c'est comment les choses se sont terminées pour Magnifico. Ce n'est pas drôle, sortez-moi d'ici tout de suite. Pour un gars qui a été présenté comme le retour de Disney au méchant classique sans remords, Magnifico ne semblait pas si déraisonnable. La méchanceté de cet homme aurait dû découler de sa manie du contrôle et de ses illusions de grandeur. Est-ce clair ? J'ai l'impression que oui, n'est-ce pas? Mais l'idée que peut-être nous ne devrions pas exaucer tous les vœux est tout à fait raisonnable. En fait, l'opposition véhémente d'Asha à cela est la chose la plus déraisonnable. Nous comprenons qu'elle voulait que son vieux grand-père voie son vœu exaucé. Mais s'attendre à ce que Magnifico exauce les vœux de tout le monde? Et si quelqu'un souhaitait le retour de l'esclavage? Ou qu'un volcan entre en éruption? Donc la plupart de ces vœux ne seront jamais exaucés. Magnifico te laisse vivre ici gratuitement sans payer de loyer. Et voilà comment tu le remercies. Quelle honte, Asha. Le motif du gars était si raisonnable qu'ils ont dû le faire posséder par de la magie noire pour en faire une véritable menace maléfique. Je ne comprends pas. Passons maintenant à la Reine des Neiges, aussi connue sous le nom d'Elsa. Pour être transparent, Frozen est une histoire complètement différente de la Reine des Neiges. Malgré une vague inspiration, les intrigues générales diffèrent grandement. Il en va de même pour Elsa et la Reine des Neiges originale. Alors qu'Elsa est une fille tragiquement incomprise, avec des pouvoirs qu'elle peine à contrôler, la Reine des Neiges est en fait, je ne sais même pas. En résumé, elle enlève un garçonnet car il a le dernier fragment d'un miroir logé dans son œil. Si vous n'êtes pas déjà suffisamment perdu, rassurez-vous, ça empire. Elle continue à embrasser ce véritable enfant 2 fois, pour qu'il oublie sa famille et ses amis, se concentrant uniquement sur l'aide à lui apporter pour épeler le mot éternel dans la glace. Plus de baisers. Parfois, le baiser de l'hiver peut être trop pour un mortel. Je ne prétendrai même pas comprendre le stratagème qu'elle mijotait. Je sais seulement que la Reine des Neiges fait probablement face à plus d'accusations de mise en danger d'enfants qu'Elsa. Malgré tout, Kai a réussi à s'enfuir et à vivre heureux dans son village. Le Roi Lion, l'un des films Disney les plus appréciés, risque d'être gâché rapidement comme le fait le Disney moderne. Pour ceux qui ne le savent pas, le Roi Lion a été inspiré par Hamlet, l'une des pièces les plus populaires et reconnaissables de William Shakespeare. Les animaux parlants ne sont pas la seule différence cependant. Si vous voulez savoir à quoi ressemblerait le Roi Lion s'il était entièrement basé sur Hamlet, imaginez simplement que Simba était suicidairement déprimé tout au long du 2e acte du film, devenant lentement fou en réalisant que son oncle l'a trahi et a tué son père.
Au lieu d'animaux chantants, amusants, pour le réconforter et lui apprendre à manger des insectes, il serait confronté à une descente lente et régulière dans la folie qui finirait par le tuer, lui et tous ses proches. Dans Hamlet, tous les personnages principaux meurent. C'est une autre particularité de la pièce. Ophélie, son amour, se suicide après son rejet. Rosencrantz et Guildenstern, amis d'enfance d'Hamlet, sont utilisés comme espions pour comprendre sa folie. Hamlet manipule alors pour les faire exécuter. Ce serait comme si Timon et Pumba étaient engagés par Scar pour espionner Simba, et que Simba les tuait dès qu'ils découvraient leur manigance. Cela ne fait qu'effleurer la surface des nombreuses tragédies vécues par Hamlet. Heureusement que le Roi Lion ne s'est pas terminé ainsi, surtout en considérant que cela aurait pu être bien pire, étant donné que Simba est un lion. Une fois devenu fou, il n'avait plus besoin d'être sournois, se moquant des ordres d'exécution et des duels honorables. Simba, rendu fou, pourrait simplement dévorer ou mutiler ses ennemis. Il se rappelle qu'en tant que lion, il peut tuer. Il est bien plus fort que Scar, donc reprendre le trône par la force ne serait pas un problème pour Simba. Non, Scar. Je ne suis pas comme toi. Avec un peu moins de conscience, ce film aurait été bien différent. Le renard et le chien de chasse est l'une des entrées qui prend le plus de liberté créative par rapport à l'histoire d'origine. Le renard et le chien de chasse, l'un des films Disney les plus doux, amers, voit le duo titulaire se séparer à la fin pour passer à différentes phases de leur vie. Au moins, dans cette version, Todd et Copper ont une vie plus longue, contrairement à l'histoire originale où ils meurent simplement. Honnêtement, ce livre était bien plus sombre que ce qui est mentionné ici. Le titre et les noms des protagonistes sont presque les seuls éléments similaires au film Disney. Dans le livre, Todd meurt lors d'une chasse au renard et Copper subit une fin encore plus brutale. Le chasseur, forcé de quitter ses terres pour une maison de retraite, décide de faire euthanasier son fidèle chien de chasse Copper, ne pouvant l'emmener avec lui. Il est à la fois tragique et étrangement hilarant de voir à quel point Disney peut transformer les livres les plus brutaux en films d'enfance bien aimés, tant les différences peuvent être marquées. J'espère qu'aucun enfant n'a lu ce livre pour voir les mignons animaux appréciés dans le film. Le Bossu de Notre-Dame est l'un des rares films de Disney qui n'a pas vraiment de fin heureuse pour son protagoniste. Quasi réalise qu'Esmeralda ne sera heureuse qu'avec Phébus, après avoir risqué sa vie pour la sauver. Quasimodo unit donc leurs mains et devient simplement leur ami. Mais la réalité de ne jamais pouvoir vivre l'amour avec la femme aimée fait toujours mal. Mis à part les suites directement sorties en Digital Versatile Discasi est l'un des rares héros de Disney qui n'a pas eu la fille. Mais je suis sûr que nous sommes tous d'accord pour dire que même s'il n'est pas un prince Disney, il est certainement un roi Disney. Dans le livre, cependant, il aurait pu épouser une centaine d'Esmeralda dans le film pour voir à quel point sa situation était pire. Dans le livre, Frollo réussit à faire pendre Esmeralda. Il a assassiné Phébus et accusé Esmeralda, la tuant après son refus d'être avec lui. Quasi dans un accès de rage, l'a poussé du haut de la cathédrale. Mais ce n'est pas la partie triste. Frollo méritait son sort. La fin tragique de Quasimodo, en revanche, était injuste. Le livre se termine par la révélation implicite que Quasi a passé ses derniers jours sur Terre à chercher le cadavre d'Esmeralda, afin que, même si elle s'avérait être morte, ce qu'elle était, il puisse la tenir un peu plus longtemps. Le fait que ce squelette déformé berçait un autre squelette dans ses bras nous dit que Quasi était tellement déprimé qu'il ne se souciait même plus de manger. La seule chose qui pouvait le réconforter était de tenir le corps sans vie de son amour. Une femme qui, il le savait douloureusement, ne pourrait jamais l'aimer en retour, à moins que ce ne soit un autre squelette déformé. Ouais, c'est totalement la vraie fin. Rien ne prouve que Quasimodo ne s'est pas marié et n'a pas vécu heureux dans une ferme cultivant du coton sucré et des chiots. C'est exactement ce qui s'est passé. Personne ne me convaincra du contraire car je veux que cette vidéo ait une fin heureuse. Youpi, du bonheur pour tous.